commencé à midi et qui se termine demain à midi. Il y a 400 événements partout dans la province. Et le thème cette année, c'est Célébrons la science. Raison d'organiser la conférence, c'est que les Nations unies ont proclamé l'année 2025 Année internationale des sciences et technologies quantiques. Donc, les deux événements ensemble, avec la soirée de ce soir, et on réfléchit aux recherches mathématiques à cet événement sciences et technologies quantiques. Et au Québec, un développement, c'est Gilles Brassard. Alors, Gilles Brassard est professeur au département d'informatique et de recherche opérationnelle. OK, c'est parce que le protocole s'appelle BB84, donc peut-être qu'ils se sont... Ça nous a pris 5 ans, qu'est-ce que tu veux? Ça leur a pris 5 ans. Donc, ils ont développé le protocole de la cryptographie quantique. Plus tard, en 1993, ça c'est l'année d'annonce, mais peut-être vous l'avez fait avant, donc Gilles Brassard a fait partie du quatuor qui a donné les bases de la téléportation quantique. Donc, deux événements majeurs dans les sciences et technologies quantiques. Gilles Brassard a reçu de nombreux honneurs. Au Québec, le prix Urgell Archambault et il est officier de l'Ordre national du Québec. Au Canada, le prix d'excellence du CRSNG, la médaille d'or Gérard Herzeg du CRSNG, c'est le Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie. Il est officier de l'Ordre du Canada et membre de la Société royale du Canada et membre de la Royal Society. Il a reçu le prix en physique en 2018, je crois. Même si peut-être il a été inventé avant, on est 41 ans. Donc, tous les jours, ils sont informatique à l'ère quantique. Alors, Gilles, merci de venir nous entretenir. Merci Christiane, pour cette belle introduction. Donc, oui, je vais vous parler de la sécurité informatique et en particulier de la cryptographie. Qu'est-ce que le fait que nous réaliser à quel point nous sommes sujets au voie de la télépratique, à quel point ça change les choses en matière de sécurité. Mais je vais commencer par faire un petit tour d'horizon de la cryptographie. Je présume que c'est une connaissance préalable ni de cryptographie, ni de télépratique. Alors, la cryptographie, littéralement. Mais je vais commencer par faire un petit tour d'horizon de la cryptographie. Je présume que c'est une connaissance préalable ni de cryptographie, ni de télépratique. Alors, la cryptographie, littéralement. Alors, en termes techniques, on les appelle les cryptographes et les cryptanalystes. Mais je vais alors, on peut aussi penser comme un combat. Donc, un millénaire existe. En fait, je vais vous montrer plusieurs photos que j'ai prises au Deutsches Museum de Munich. Alors, le Deutsches Museum, un musée absolument extraordinaire. En termes de superficie, et ça vous dit le pays. En particulier, quelques années, ils ont une exposition sur la photographie. Si jamais il faut absolument aller voir ça. Et je vais vous montrer souvent des photos prises de cette exposition dans ma présentation. Et après, on va tout de suite commencer par ça. Il y a un très très beau panorama de prominents photographies. Donc, quand on dit que c'est un combat millénaire, c'est sérieux. Ça commence dans l'Antiquité, c'est le vieux égyptien.
Et ça se termine pas, mais il se termine Ça, c'est l'ordinateur graphique. Ça, c'est la cryptographie graphique. Vous avez ici Diffie, Haliman et Merkle. J'ai entendu parler de là. Donc, c'est très complet. Ici, on remarque alchimie. Alchimie, on va en parler de la conférence. Donc, un bon patronyme de la cryptographie à travers 3 millénaires que vous pouvez trouver dans ce musée. Combat faisant le temps de dans l'école peut être tenté du passé comme un combat entre le bien et le mal. Et vous voyez comme une allégeance. Si vous voulez, entre les individus ordinaires comme nous et vous, et les communs. Alors, je pense que les plus belles illustrations de Big Brother, hormis, et ceux de la 1984 au programme. Ça se trouve à Barcelone. Parce qu'à Barcelone, photo authentique. À Barcelone, une place George Orwell avec sa belle caméra de surveillance. Donc, moi, personnellement, une de mes raisons d'être, scientifiquement et socialement parlant, c'est de combattre Big Brother. Ce qui, évidemment, est de plus en plus intéressant au niveau international depuis 20 janvier. Mais on ne parlera pas de ça. Ceci étant dit, combattre Big Brother, c'est un beau défi, mais le plus grand défi, ce n'est pas ça. Le plus grand défi, c'est de se rendre compte que le principal, en fait, je vais être un peu plus clair, quand je parle de l'individu, ici, quand je parlais de l'individu moyen, vous et moi, en fait, c'est un combat pour la préservation de la vie privée. C'est vraiment de ça qu'il s'agit. Donc, pour moi, la vie privée, c'est absolument essentiel. Il y a des gens qui disent, ben, la vie privée, ça ne sert à rien parce que je n'ai rien à cacher. C'est pas vrai. C'est vraiment pas vrai. Vous n'avez rien à cacher. Vous vous dites, ah, je ne fais pas rien d'illégal, je n'ai rien à cacher, je paye mes impôts, et par vous. Mais peut-être que vous faites des choses qui aujourd'hui sont tout à fait légales. Puis demain, changement de gouvernement, ils sont plus légales. Il y a environ 20 millions de personnes, pardon, 200 millions de personnes qui vivent ça au quotidien maintenant. Donc, croyez pas parce que ce que vous faites, vous n'avez rien à cacher aujourd'hui, que vous n'avez rien à cacher demain, même si vous n'avez pas changé ce que vous faites. Il faut vraiment comprendre la situation géopolitique en général. Quoi qu'il en soit, pour en revenir à Big Brother, le principal fossoyeur de la vie privée, c'est pas Big Brother, oui, mais c'est pas Big Brother. Le principal fossoyeur, c'est Facebook. Alors, si vous mettez à jour toute votre vie privée, vous mettez votre vie privée au grand jour pour un bonbon ou deux, bien là, vous ne pouvez pas vous plaindre que votre vie privée est très sérieusement endommagée. Mais ce n'est pas de faute. C'est la faute de ceux qui encouragent à faire ça. Donc, pour préserver la vie privée, il y a des aspects techniques qui passent entre autres par la cryptographie et la sécurité, mais il y a aussi des aspects sociaux dont il faut s'occuper. Bon, mais moi, je vais me concentrer sur les aspects plus techniques pour ce qui est d'aujourd'hui. OK. Ceci étant dit, je suis quand même conscient que ce n'est pas blanc et noir, que dans certains cas, ça peut être l'inverse. Par exemple, à la Deuxième Guerre mondiale, ça c'est moi, mais ça c'est la machine Enigma. C'est une vraie machine Enigma qui a été utilisée par les Allemands, comme vous savez tous, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ça, c'est Turing. Sûrement, peut-être vu le film Imitation Game sur le livre Turing. C'est un assez bon film qui vous donne l'impression que Turing a brisé Enigma, c'est pas vrai. Enigma a été brisé par Marianne Lewis, qui est un Polonais, avant même le début de la guerre. En fait, 3 Polonais et 2 groupes, je ne sais pas rentrer dans désolé. Mais c'est un triumvirat de Polonais, dont réussi les plus connus, qui ont réussi à briser Enigma avant même que la guerre commence. Parce que les Allemands avaient commencé à l'utiliser avant la guerre. Turing a quand même eu un impact extrêmement important pour transformer la découverte de Rayleigh et ses compagnons, qui était, à un sens théorique,
par une façon pratique de briser les messages minima quotidiennement. Donc, la part de Turing est absolument fondamentale. C'est pas des possible. Quoi qu'il en soit, vous voyez que dans ce cas-ci, le mal, on le bien du côté des briseurs de code. Ce qui est dit, on va arrêter de prendre parti et on va le faire. Alors, la question naturelle à se poser, c'est qui va gagner? Qui va gagner à la fin de l'histoire humaine entre les faiseurs de code et les faiseurs de code? Et ça, c'est la grande question. Et moi, j'aime bien donner la parole à Edgar Allan Poe. Pas du tout c'est un romancier, un poète du 19e siècle, américain, à l'époque où les États-Unis étaient très respectables. Et Poe était un chrétieniste, donc un briseur de code, amateur, mais de très haut niveau. Et il aimait défier, il y avait une chronique dans le journal, et il aimait défier ses lecteurs, il envoyait des textes chiffrés, il déchiffrait presque tout pour le prochain numéro. Vraiment très, très fort, un usage de code, sans aucun training formel de médecine. Et, fort de sa force, il a l'audace de publier la phrase suivante. Donc, la question qu'on appelle qui va gagner entre le respecteur de code et pour réaliser, je cite dans un formulaire drôle de nom, mais il nous dit, je ne peux pas traduire en français, quels que soient les réussites des faiseurs de code, et les faiseurs de code vont faire des exemples et vont finir par la mise en code. C'est toujours les faiseurs de code qui vont finir par la développement. Mais on ne peut jamais pouvoir exercer un petit peu comme faiseur de code pour inventer le système. Et pour plus sur nous, on regarde le prix. C'est extraordinaire, c'est la plus prétentieuse d'avoir écrit ça en 1841. Parce que en 1841, il y avait un système de chiffrement qui avait été inventé presque 300 ans plus tôt et qui existait encore et toujours en apprentissage. Le système qu'on appelle généralement le chiffre imaginaire. Donc, c'est pas imaginaire pour inventé immédiatement. Il y a une mathématique pour cette invention-là. Et le chiffre imaginaire a été brisé exactement 301 ans après son invention. En fait, peu de temps après que Poe ait écrit ça. Et quand Poe l'a écrit, il y a quelque chose qui existait presque 300 ans. Mais, quoi qu'il en soit, on peut se poser la question, ça a été brisé. Et on peut se poser la question, est-ce qu'il était seulement visionnaire? Sûrement. Mais est-ce qu'il avait raison? Est-ce que Poe a raison de penser que c'est forcément toujours les briseurs de code qui vont gagner la bataille contre les faiseurs de code? Ma conférence était ce sujet-là essentiellement. Et la question, qu'est-ce que le fait que le monde des quantiques change? Pas dans la question, mais dans la réponse. Alors, je vais vous parler un peu de cryptographie classique. Pour une fois, je présuppose une connaissance préalable. Alors, je vous présente Alice et Bob, les deux caractères, les deux personnages généralement utilisés dans un discours scientifique. Et Alice et Bob veulent se parler. Et ils font l'échange suivant. Bob dit quelque chose à Alice. Alice répond, etc. Voici une conversation avec Alice et Bob. Là, si vous avez fait une interrogation, vous allez comprendre qu'ils ne sont pas écrits en code. C'est tout à fait clair. Je vous laisse alors, je parle comme ça sans douter qu'il y a un vilain espion qui les écoute. L'espion est tout content parce qu'il comprend comme vous. L'espion comprend ce que vous dites, il est très content ici. Alors, Alice et Bob, à un moment donné, vont se rendre compte que peut-être que ça vaudrait la peine de les avoir dans la vie privée. En ça, la cryptographie. Ça, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont chiffrer leur message. Ça va donner ça à la place. Il y a un bel espion, puis je suis content. Et en général, ce processus de chiffrement et de déchiffrement dans les usagers se fait à l'aide parce qu'on appelle une clé. Bon, Alice et Bob partagent une clé secrète. Et cette clé secrète va être utilisée pour chiffrer et pour déchiffrer les messages. Donc, l'ensemble de ça en général.
Bob veut dire ça à Alice. Alors, il va le faire passer à travers un algorithme de chiffrement qui est public, il n'y a pas de secret comment ça fonctionne. Mais le chiffrement prend deux paramètres. Le texte clair à chiffrer et la clé que Bob possède. Et la clé de chiffrement donne le texte chiffré, qui peut être transmis à Alice. Et Alice, elle, avec la même clé, va pouvoir le déchiffrer avec la clé de chiffrement public et obtenir le texte clair. En général, les photographies, depuis le millénaire, ça fonctionne comme ça. Il faut que les boîtes partagent cette clé qui sert à la fois pour chiffrer et pour déchiffrer. On appelle le chiffrement symétrique, parce que c'est la même clé. Maintenant, la clé de chiffrement et le chiffrement, je l'ai répété, sont publics. C'est-à-dire que c'est une très mauvaise pratique de baser ou de croire qu'on peut baser cette sécurité sur le fait que l'ennemi ou l'espion ne sait pas comment on procède pour chiffrer et pour déchiffrer. L'histoire montre que les astreux avons fait cette hypothèse. Pour vraiment que la sécurité dépend seulement de la clé, du secret de la clé. Et ça, il est donné Kerckhoffs. Kerckhoffs, c'est un Néerlandais de naissance qui a fait sa carrière à Paris. Et en 1883, il a énoncé le principe selon lequel la sécurité doit seulement dépendre du secret de la clé et pas de la méthode de chiffrement. Et je vais vous dire qu'il y a un Néerlandais qui travaillait à Paris, en fait, c'est dans la livre de cryptographie militaire écrit en français, qu'il écrit littéralement sur ce texte écran. Il faut qu'il l'exige, c'est le secret. Il faut qu'il exige. Il faut que ce n'est pas secret. C'est le chiffrement. Et qu'il puisse, sans inconvénient, combattre les pédagogies. C'est vraiment la façon de chiffrer des chiffres est la question. Il ne faut pas qu'il se secret dans la façon de chiffrer des chiffres. Et donc, ça, c'est le possible dans la clé. En passant que le classe, en mot néerlandais, il va le nom, parfois un peu long. Mais c'est demander que aucune information sur le texte clair ne puisse être obtenue d'un espion qui aurait accès au texte chiffré. Donc, il faut que ça ait aucune information sur le texte clair à quelqu'un qui ait accès au texte chiffré. En plus, il faut que ça puisse résister à une puissance de calcul illimitée de la part de l'espion. Il y a une technologie pour pouvoir s'appeler parfait. Donc, quand j'ai une technologie limitée, en fait, on peut la limiter mathématiquement. Donc, un espion qui est dans un quantique, qui est permis par les théories définies, s'il veut user le système n'est pas parfait. Et en plus, il faut que tout ça soit démontré en mécaniquement. Pour démontrer que cette sécurité est effectivement parfaite. Donc, on se demande si on peut arriver à quelque chose. La réponse est oui. Et je reviens là-dessus en la question. Entre-temps, si on veut déployer une sécurité cryptographique, il faut résoudre deux questions qui sont totalement indépendantes et qui vont venir très loin, qui vont ensemble. Une des questions, c'est comment faire pour utiliser la clé secrète. Et ça, c'est la question de comment faire pour chiffrer et déchiffrer. Plein de façons possibles. L'autre question, c'est des mots sur une façon parfaite de chiffrer et déchiffrer, une bonne clé secrète. Mais encore faut-il avoir la clé. Donc, comment obtenir la clé, c'est l'autre question. Et le problème de l'obtention de la clé, c'est ça qui s'appelle l'établissement de la clé. Donc, on a deux problèmes. Chiffrement et déchiffrement et l'établissement de la clé. Il faut résoudre les deux pour pouvoir avoir un système qui permet la confidentialité. Alors, on va passer le plus court du temps sur la deuxième question. Je vais passer quelques minutes sur la première avant de continuer. Alors, comment, si elle est évoquée ici, on suppose qu'elle est évoquée pour la clé secrète. On se demandera comment ils vont l'obtenir après. Donc, elle va passer une clé secrète, comment elle peut l'utiliser pour chiffrer et déchiffrer les messages. Alors, je dis tantôt, c'est une fois blanc qui passe. Je vais se marquer de nous, c'est deux blancs. Avec le séparant. Alors, c'est clairement documenté, c'est pas des problèmes, c'est clairement documenté que le séparant chiffrait les messages qu'il avait besoin de services secrets et qu'il a envoyé, par exemple, à ses généraux, d'une façon extrêmement naïve.
en remplaçant la lettre A par B, B par C par R, etc. Si un espion négatif est déchiffré, il peut dire, ah, c'est bien, c'est n'importe quoi. Bon. Il peut utiliser si c'est là, ça peut être mais bon, ça s'oublie. Donc, vous voyez que ce système-là, il faut être très bien sécuritaire, mais c'est quand même utilisé par ces armes. Et c'est un système qui ne respecte pas les principes de Jacobs. Parce que si l'espion ou si l'intercepteur sait quelle série utiliser, il faut que c'est on pourrait dire qu'une clé. On pourrait dire qu'une clé, c'est par combien on dégage. Il y a 26 clés possibles. Donc, une qui n'est pas bien. Donc, il y a 25 clés possibles. C'est là qu'on dit 3. Bon, c'est seulement 25 clés utilisées. Si on ne reste pas le cas, on sait, si l'espion sait que c'est une personne utilisée, c'est seulement 25 clés, c'est pas très long. Ok, donc c'est bon. Mais c'est utilisé un peu bien plus. Je prends le chiffrement mathématique. C'est un peu la même chose. Donc, on peut remplacer juste les 3. On remplace les 27 en clair par une permutation sur les 10. Donc, ils sont de préférence aléatoire. Parfois, c'est un peu trop plus aléatoire. Mais là, il y a 26 facteurs de clés. C'est beaucoup. C'est beaucoup, beaucoup. Et c'est toutes les clés de façon exhaustive. C'est pas pensable par un humain. Pas vraiment dans l'environnement. C'est ça que regarde, c'est vraiment. Donc, beaucoup. Et on peut penser que le chiffrement mathématique est invalable à cause de ça. Parce que trop petit. Mais non, c'est pas la de dire ça. Parce que, parce qu'en fait, Al-Kindi, je vais montrer dans la tableau trop bien. Al-Kindi, vous avez réussi à trouver comment c'est ça. Donc, j'avais dit que c'était longtemps qu'on sait comment chiffrer ça. D'ailleurs, Edgar Allan Poe, une de ses nouvelles, sinon sa nouvelle la plus connue, qui s'appelle Le Gros Bug, le Carabédard en français traduit. Donc, le Carabédar, traduit en Baudelaire en français, c'est une nouvelle absolument magnifique de Poe, je la recommande chaudement. Et c'est une nouvelle qui est bâtie autour d'un message chiffré de façon alphabétique. Qui est bien perceptible à quelqu'un qui soit un beau là-dessus, ne répond pas. Mais ça vaut vraiment la peine d'aller dans le box, c'était un des plus grands succès littéraires de Poe. Bon, c'est mieux que le siècle en. Mais pour expliquer comment son personnage de son nouvelle a fait populariser l'affaire, il n'a rien inventé. Il a déjà fait bien avant. Ok, donc c'est tout. Je vais chiffre indéchiffrable, chez le binaire, on appelle le chiffre indéchiffrable. Comme c'est des 300 par différentes. Ici, vous avez une belle illustration qui est tirée de Mathilde Curie. Si vous n'avez pas vu Mathilde Curie, allez-y pas, parce que c'est un peu aujourd'hui. C'est très malheureux que je ne sois pas avec vous, on dit devant Mathilde Curie. C'est vraiment très, très mal plus que le coup. Mais je vais en parler plus tard. Je voulais dire que ça a été utilisé par Babbage en 1854. Vous souvenez, c'est en 1841 que Poe avait constitué une sorte de code de Romagne. Quelques années avant que le chiffre indéchiffrable soit effectivement brisé. Donc, c'est bon. Ensuite, l'enigma que je vous parler. Bon, l'enigma a été brisé par Krivsky. Donc, c'est pas bon. En passant, la petite histoire dit qu'à la fin de la guerre, la Deuxième Guerre, les Alliés ont ramassé le champ de bataille toutes les vieilles machines et box qui traînaient sur les cadavres des officiers de soignement pour les revendre au pays en voie de développement. Et puis c'est entre autres pour ça qu'ils n'ont pas admis pendant 30 à 40 ans qu'ils avaient arrêté d'organiser ça pendant la guerre. Comment ça serait rendu moins cher? Et l'imam, on oublie ça.
prochaine méthode, le Data Fusion Standard, qui a été décrété standard américain grandeur mondiale, je pense en 77 dans ce point-là, qui a été utilisé, beaucoup utilisé pendant plusieurs dizaines d'années, mais qui est maintenant de fait pérenné. On l'utilise plus. Bon. Et aujourd'hui, ce qui est utilisé généralement, c'est le FAS du standard. Je ne raconte pas l'histoire, beaucoup de gens. Mais AES, c'est vraiment le système utilisé de façon systématique de nos jours. Pour, à partir du moment où les deux correspondants à l'ICBA possèdent des univers. En présent des univers, AES est le système généralement utilisé. Je vais vous montrer un petit dessin quoi ça ressemble. Je vais tirer encore une fois du Georges Museum. Vous avez ici, juste vous montrer ces éclats sur le contexte. Le texte là qui est ici. Ça, c'est le texte là, c'est la clé. Qui montre dans le système. On va sortir quelque part. C'est pas simple. C'est pas simple. Personne ne s'est battu de savoir comment le réaliser. Mais ça me suffit. Est-ce que c'est sécuritaire? Non, c'est pas vraiment dans le sens où la mathématique, c'est sécuritaire. Pas parce que personne s'est inventé pour la réalité. Un, qui va dire la vérité. Deux, qui sera pas plus évident. Mais je pense que c'est raisonnable de la confiance dans les calculs. C'est un standard américain, mais qui a été inventé en Belgique. Alors, moi, je veux la c'est pas que le table, c'est pas moi, j'aime pas dans le filet. Il va être parfait, il y a des outils. Donc, on sait comment chiffrer les chiffrer de façon qui est totalement invulnérable, indépendamment de l'absence de calcul et de technologie de la vision. C'est comment calculer et c'est là du 19e siècle. Donc, ça répond à ce critère. Donc, nous devons les mais il faut que les époques partagent la clientèle. Donc, on revient aux questions commentaires pour établir une vie avec deux participants. Je vais revenir au maths plus tard, mais il faut vous dire maintenant tout de suite que finalement, c'est parfait et tout. Il y a un défaut assez majeur pour ce qui est des aspects pratiques. Seulement que la clé secrète soit aussi longue que le message qu'on va envoyer. Mais c'est pas ridicule. C'est ridicule parce que peut-être qu'aujourd'hui, les CEBA sont en position, sont capables aujourd'hui de s'échanger cette clé secrète, alors qu'ils n'ont rien ce qu'à dire. C'est demain qu'ils auront ce qu'à dire, et demain, ils sont plus capables d'échanger cette clé secrète. Donc, même si la clé est aussi longue que le message, c'est tout à fait raisonnable que ce soit utilisable. En fait, je vais vous illustrer comment ça fonctionne. Ça, c'est la clé. Donc, imaginez que les CEBA partagent cette clé. Pensez au pixel blanc et noir comme vous voyez. Donc, ça, c'est la clé secrète partageant par les CEBA. Okay. Maintenant, Alice veut envoyer un message là-bas. Elle prend le message qu'elle va envoyer. Elle prend sa copie de la clé. Les CEBA partagent la même clé. C'est aléatoire, c'est secret. Alors, Alice prend la clé, prend le message qu'elle va envoyer. Elle fait une opération mathématique très simple entre les deux. Et elle obtient le texte chiffré. Puis il n'y a pas des yeux, ça c'est la clé. Et maintenant, ça c'est le texte chiffré. Et alors, il n'y a pas des yeux, voilà, ok. Le texte chiffré, ça va bien. Cette clé va être aléatoire. Cette clé va être aléatoire, secrète, donc connue seulement des CEBA, mais pas de secret. Et je vais dire une seule fois, simplement, je regarde, moi, je parle. On prend un côté sur le centre de message. On commence à faire une fois. Alors, si les CEBA partagent cette clé, voilà, c'est là que je n'ai pas mis des yeux. Ce clé de l'eau. Ça, c'est la clé. Au niveau des yeux, maintenant, on va apparaître le texte chiffré. Voilà. Alors, le texte chiffré, c'est tout aussi aléatoire que la clé, si vous n'avez pas la clé. Alors, le texte chiffré, en lui-même, est complètement. Alice envoie le texte chiffré là-bas, à un canal non sécurisé. Un espion peut intercepter, peut en prendre une copie,
peut laisser passer. Mais l'espion, c'est un terme mathématique de George Shannon, milieu du 20e siècle. Un espion qui prendrait connaissance du texte chiffré de la politique n'a aucune information sur le texte-là, sauf le nom de pays, ça regarde. Sinon, absolument aucune information sur ce texte-là pour l'espion. Et ça, c'est encore une fois, quelle que soit la puissance du calcul, la définition. Par contre, Bob a la clé. Alors, Bob, le texte chiffré qui a reçu la liste, il prend la communication qu'il y avait déjà. Ça, c'était pas mal plus amusant à l'époque et au Canada. Et le frère du Canada, chiffré sur des acétates. Il est montré une après l'autre, pas jeté. Donc, il est metté par-dessus l'autre. Donc, vraiment, vous pouviez voir à l'époque, au Canada, vous pouvez voir, en effet, alors je vais le simuler. Donc, vous êtes chiffré, c'est la clé, et je vais simuler le fait qu'il met par-dessus l'autre. C'est vraiment une simulation. Et hop, un vrai président. Dans ce cas-ci, Valence, parce qu'on pensait à l'époque où j'ai fait cette déclaration, on pensait que c'est Valence qui avait inventé le masque jetable, mais au rang, pour que personne se dise. Non, ça a été vraiment inventé par un banquier américain au lycée de Russie. OK. Conclusion, le masque jetable a une preuve de sécurité inconditionnelle, c'est parfaitement secret, c'est transparent. Mais ça peut être utilisé que si, effectivement, il ne s'est pas par rajouter. Secrète, aléatoire, ou sinon de mettre. Dans cette condition-là, le masque jetable offre une sécurité absolue. Donc, il y a besoin d'une grande facilité. Si quelqu'un Alice a généré la clé aléatoire, il faut qu'elle la transmette à la fois. Et si elle la transmet sur un canal qui n'est pas protégé, ça peut arriver. Il faut qu'il y ait une façon pour que Alice et moi puissent établir cette clé. Donc, je préfère parler non de transmission de clés secrètes, mais d'établissement de clés secrètes. Et en début du dessin qui est ici, les bonnes façons d'établir les clés secrètes sont telles, et c'est bien les bonnes qui choisissent la clé. La clé va émerger en début, donc à un certain processus. Et à la fin du processus, le clé secrète est établie avec ces bonnes. Et une fois que c'est fait, ben, si la clé est assez longue, c'est vraiment secrète, elle va pouvoir assez longue. Et là, c'est dans le business. Pour faire un masque jetable, le suivre un masque jetable, classiquement, et transmettre le message, confidentialité parfaite. Donc, vous avez compris que si le but, c'est la confidentialité absolue du message, on a une méthode parfaite qui demande d'établir une clé parfaite. Une fois que la clé soit bien, comment faire pour établir la clé? C'est ça le principal chose dont je vais vous parler ensuite. Mais je voulais vous dire avant que le masque jetable, qui peut sembler pas pratique, c'est pas une question de message, a été utilisé pour vrai dans la vraie vie pour les conversations entre Khrushchev et Kennedy pendant la guerre froide. Donc, ce qu'on a appelé le téléphone rouge. Avec Khrushchev et des communiqués. Et vraiment, ce téléphone rouge, les communications étaient chiffrées par un masque jetable. Donc, ça a été utilisé vraiment pour vrai. Ce qui n'est pas vrai, c'est que le téléphone n'était pas rouge. C'était pas un téléphone. Mais c'est pas grave. Alors, mais il y a vraiment, comme ça, on a encore une idée au domaine de question. Bon, il t'a appelé sur un téléphone. C'est pas grave, c'est une illustration. Mais moi, je n'avais pas envoyé parce que ça a été utilisé. Et là, on se demandait de quelle façon la clé était échangée, était établie. Et dans le cas de la guerre froide, dans le cas de Khrushchev qui était, il y avait un des deux côtés, c'est pas compliqué, un des deux côtés générique aléatoire, donc des 0 et des 1. Mais c'est pas magnétique, on avait pas. Et je fais deux copies magnétique. Il faut que c'est pas bien. Et une des deux bandes magnétiques était mise dans une mallette diplomatique verrouillée et attachée au poignet du diplomate. Il y en a qui me le diplomate, c'est le prenait la valise et prenait l'avion. Et il transportait physiquement la clé de l'autre. Comme ça, à l'époque, on n'est pas possible. C'est plutôt absolu parce que un diplomate, c'est tout bon.
Peut-être qu'il y a une façon, que le rayon inconnu qui permet de lire les bandes qui travaillent à travers une manette. Pas mathématiquement des mondes, c'est pas possible. C'est ça qu'on va utiliser maintenant dans le stage sur la réflexion. Il y a une autre solution, c'est une facteur pareil. Sauf que, comme il y a des vidéos. Un peu plus tard, après, à un moment donné, quand les soviétiques ont voulu se doter d'un bombe hydrogène, ils ont échangé plein de messages secrets entre eux pendant le processus de création de bombe hydrogène côté de l'Union soviétique. Puis à un moment donné, ils ont fait plus assez de bits secrets dans leur masque de charme. Ils ont réutilisé les vieux masques et les ont échappé. Bien qu'il faille vérifier une deuxième fois la sécurité de l'homme. Et dans l'histoire, ça a été fait. C'est l'erreur qui me mise. Au moins, dans le soviétique, il faut avoir d'autres personnes aussi. Quoi qu'il en soit, on a bien la question de comment faire pour établir cette clé secrète qui va nous permettre de faire une tasse végétale, qui va permettre d'avoir une compréhension absolue. Et c'est ici que le fait qu'on quantique, ça change la donne. Alors, ce qu'on veut, c'est établir une clé. Pour établir une clé, on se rend compte. Alors, la deuxième personne, c'est pas ça. Je suis pas connaître l'exemple mathématiquement. Le tiers de confiance, c'est ce que je vous raconter. C'est utilisé pour rien, mais c'est pas très intéressant mathématiquement non plus. On peut utiliser ce qu'on appelle la sécurité calculatoire ou la vérification. Je vais vous parler de sécurité calculatoire et ensuite de vérification. Commençons par la sécurité calculatoire. Vous comprenez qu'il y a eu des règles de sécurité parce que c'est pas possible. L'idée de la était vers sécurité calculatoire. Essayer de se parler pour s'échanger des messages. D'abord, ils n'ont pas de secret commun avant de commencer. On fait le secret commun. Là, ils commencent à se parler. Le message va supposer qu'il est public, il faut aucune protection professionnelle. Quand vous authentifiez, vous avez Alice, elle peut s'assurer qu'elle n'est pas et que ça va être modifié en cours de route. Et déjà, Bob peut s'assurer que le message qu'il reçoit est réaliste et n'a pas été modifié. Sans authentification, il n'y a rien. Parce que si de toute façon ça va être par là-bas, et pas par la liste, ben, il y a une question qui marche le jeu. Par la liste, on comprend pour Bob, il n'y a pas on s'entend pour la liste. Et la liste, on a été modifiée secret avec la liste, il n'y a pas. On va savoir si. Et si de toute façon, elle est évoluée que sur ce qui est seulement, il n'y a pas de plan possible. Donc, je vais vous donner quelqu'un d'identifié, puis on sait comment faire. Je ne vais pas vous en parler. Il y a des techniques classiques pour faire ça. Désolé, je ne vais pas en parler. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Après, c'est parler, allez, c'est pas, on va donner un secret. Ce qu'on veut, c'est un secret d'attaquer. Ce qu'on veut, c'est que si un espion qui écoute sur la ligne et qui souhaite, en écoutant la conversation, obtenir un secret, ils ne sont pas capables. Et si vous y pensez, là, c'est la vie noire. Dans le sens que, elle est bonne, quand le secret disparaît. Donc, il faut forcément que le secret qui va émerger à la fin soit contenu dans la conversation. C'est pour éviter une information significative. Donc, c'est pas possible que l'espion, c'est pas possible que la conversation n'inclue pas le secret. Tout ce qu'on peut espérer, c'est qu'il faudrait un calcul équivalable pour obtenir le secret à partir de la conversation. Et c'est pour ça qu'on parle de sécurité calculatoire. Et en guillemets, parce que ce n'est pas possible de produire formel et une information. Mais on peut espérer que les produits calculatoires, ainsi qu'on peut obtenir cette chaîne de sécurité S avec la calcul de valeur, les questions, cette conversation, pour les portes, les valeurs, ils pensent là, les concevable. Et ça a été publié pour la première fois, il y a eu des gens des filles en 1976. C'est-à-dire, relativement, c'est que ça. On connaît pas bien.
Donc, les Hellman, en 1976, ont publié un article super fondamental appelé New Direction of Recovery. C'est un article qui est moi-même articulé. Un an. Et dans cet article-là, ils ont proposé, c'est ce que je viens de dire, ils ont proposé une façon qui permettait à Alice et Bob, qui n'ont pas de secret initialement commun, de se parler et de dériver un secret, de dériver une clé commune pour les deux, que quelqu'un qui a écouté toute la conversation ne pourrait pas obtenir sans résoudre le problème mathématique qu'on croit, ou qu'on croyait infaisable d'un point de vue temps de calcul. Donc, on publie ça en 1976. Et ça, toujours au Deutsches Museum, vous avez ici Diffie et Hellman, mais aussi Merkle. Merkle qui avait pensé à ça quelques années avant et qui a été moins chanceux pour qu'il ait publié. En fait, Merkle, Diffie et Hellman étaient à Stanford. Et Diffie, c'est l'étudiant, Hellman, le prof. Et Hellman a tout de suite compris que l'idée de son étudiant était vraiment intéressante et ils ont travaillé ensemble pour développer l'idée. 2 ans plus tôt, Merkle était inscrit dans un cours de sécurité informatique à Berkeley, la porte à côté de Stanford. Il était inscrit dans un cours de sécurité informatique, puis le prof demandait aux étudiants de proposer un projet pour la session, de le développer, etc. Et Merkle a proposé quelque chose qui est essentiellement la même idée que Diffie Hellman, avec une façon de faire qui est moins efficace, mais quand même. Et le prof n'a rien compris. Si bien que Merkle a fini par abandonner le cours. Mais il n'a pas abandonné l'idée. Il a quand même parlé à des personnes, dont une personne, la plupart des gens lui ont dit, écoute, ça c'est n'importe quoi. Mais il y a quand même 1% qui a donné le conseil, publish it, win, fame and fortune. Ça, c'est un conseil donné à Merkle. Et effectivement, c'est ce qu'il a fait. Et il a gagné fame and fortune avec ça. Malgré le fait qu'il a fini par publier après Diffie Hellman. Bon. Mais peut-être encore plus connu, l'année suivante, Rivesh et Miradelman ont inventé un système qu'on appelle généralement RSA, dont les auteurs. RSA, c'est un système cryptographique qui s'appuie sur les idées de Diffie Hellman et qui fait des choses de plus, comme la signature numérique. Bon, je n'ai pas le temps d'expliquer ce détail de ça, mais très, très important. Donc, et Diffie Hellman et RSA ont proposé des façons différentes d'établir une clé secrète à sécurité calculatoire. Un peu plus tard, ça c'est Rivet, Shamir, Adelman, à l'époque. Un peu plus tard, l'année suivante, McEllis a proposé une troisième façon. OK, ça c'est la petite histoire. Je vous ai déjà parlé de Merkle, qui était 2 ans avant. Malheureusement pour lui, il a été publié comme, je pense, en 1978. Mais bon, tout le monde est d'accord qu'il y a eu l'idée avant Diffie Hellman. Mais en fait, c'est aucun de ces gens-là qui a inventé l'idée. Il y a un nommé Clifford Cox, un an avant Merkle, Clifford Cox en 1973, qui travaillait pour les services secrets britanniques. Et c'est lui qui a inventé RSA. Bon, tant mieux pour lui. He didn't win fame and fortune, parce que, bon, ça fait partie de la job des services secrets, des secrets. Mais en fait, ce n'est pas lui non plus qui a inventé ça. Avant lui, toujours au service secret britannique, il y a un nommé James Ellis. C'est James Ellis qui est le premier, en tant qu'on sache, il n'y a personne d'autre qui est sorti des placards depuis, puis peut-être un peu trop tard pour que ça sorte maintenant. Mais en tant qu'on sache, James Ellis est le premier qui a pensé à la possibilité qu'on puisse établir une clé secrète par communication publique. Donc, ce que je vous ai montré comme dessin que j'ai appelé magie noire, l'idée que ça puisse être possible, c'est Ellis qui a pensé à ça. Mais lui, il n'était pas capable de trouver comment faire. Ce n'était pas un mathématicien chevronné, mais quelqu'un qui a de l'imagination. Dans mon esprit, c'est ça qui est le plus important. De penser que c'est peut-être possible, même si tu ne sais pas comment faire. Parler autour de toi, puis un jour, quelqu'un trouve comment faire. En l'occurrence, Cox. En fait, la petite histoire dit que Cox a inventé RSA en une nuit, tout seul, dans sa chambre, les yeux ouverts, vers le plafond.
Le lendemain matin, il avait inventé RSA. Le lendemain du jour que LS a expliqué son idée. C'est fort. Mais bon, il faut quand même avancer. Je vais vous dire que l'idée de Merkle est très jolie, mais pas vraiment très pratique. Alors, personne ne l'a jamais utilisé. En pratique, je veux dire. Non, mais c'est très important en théorie, mais en pratique, ça n'a pas été utilisé. Cox, dans l'extérieur, pas de secret, ça n'a pas été utilisé non plus. Peut-être qu'eux l'ont utilisé, mais ils ne le disent pas. Ellis, il n'a rien proposé autre que ce serait beau si on pouvait. Donc, ce n'est pas utilisé. McEllis aurait pu être utilisé, mais il ne l'a pas été. Ça laisse ces deux-là, qui en fait sont utilisés littéralement tous les jours par des milliards de personnes, dans l'espoir de sécuriser leur communication sur Internet. Chaque fois que vous établissez une connexion soi-disant sécurisée sur Internet, que vous allez sur un site HTTPS, que vous voyez le petit cadenas, c'est soit DFID, soit RSA qui est mise en œuvre pour établir une clé secrète qui permet de sécuriser votre transaction. Et l'espoir, c'est le mot-clé. Parce qu'en fait, on sait très bien comment briser ça. Ça n'offre absolument aucune sécurité. Depuis le premier jour de l'Internet, ou du petit cadenas, ou HTTPS, c'est de la frime. Alors, on en arrive au cœur du sujet, qui est l'ère quantique. Ce qui se passe, bon, OK, je pense que c'est à mentionner, cette année 2025, nous célébrons le centenaire de, vous n'avez pas le deviner, de 1925. C'est parce qu'en 1925, Heisenberg, sur une petite île au nord de l'Allemagne qui s'appelle Helgoland, Heisenberg a vraiment formalisé la théorie quantique. Ça faisait 25 ans que c'était en route, mais c'est en 1925 que ça a été formalisé mathématiquement par Heisenberg sur l'île de Helgoland. Et cette année, au mois de juillet, on va être une cinquantaine qui retournons sur Helgoland pour une grande conférence pour célébrer tout ça. Ça va être super génial. Plein de prix Nobel là-dedans. Bon. Et la grande question, en fait, c'est que nous vivons dans un monde quantique. Et la question, c'est est-ce que c'est une bénédiction pour les faiseurs de code? Vous vous rappelez, la grande question, c'est qui va gagner entre faiseurs de code et faiseurs de code? La question auxiliaire du fait que nous habitons un monde quantique, est-ce que c'est une bénédiction pour les faiseurs de code? Ou une malédiction? C'est pas si simple. Parce que les ordinateurs quantiques, je ne vais pas vous expliquer comment ça fonctionne, ce n'est pas le but, mais je vais vous sensibiliser, si vous ne l'êtes pas déjà, au fait que l'ordinateur quantique, bon, d'abord, c'est une invention théorique de Richard Feynman en 1981. Mais en 1981, Feynman avait comme imaginé l'ordinateur quantique comme une façon qui permettait de simuler la physique. Ce n'était pas pour faire du calcul, c'était un physicien qui s'intéressait à faire des calculs pour les physiciens, pour simuler la physique. Puis il s'est dit, si on veut simuler la physique quantique par un ordinateur classique, ça va prendre un temps exponentiel. Il y avait des raisons de penser ça. Mais il s'est dit, si on avait un ordinateur quantique, peut-être qu'on pourrait simuler efficacement la physique. Et donc, pour Feynman, le but, c'était ça. Mais peu de temps après, David Deutsch a eu l'idée d'utiliser l'ordinateur quantique de Feynman, théorique, pour faire du calcul, pour calculer des choses intéressantes. Et la question s'est posée, qu'est-ce qu'on peut calculer? Qu'est-ce qu'on pourrait calculer avec un ordinateur quantique de façon efficace? Même si ça n'existait pas encore à l'époque, pas encore aujourd'hui, mais de façon purement théorique, si j'avais un ordinateur quantique, qu'est-ce que je pourrais calculer que je ne sais pas comment faire efficacement avec un ordinateur classique? Et les gens sont mis à construire des ordinateurs classiques, quantiques plutôt. Ça, c'est une photo parfaitement emblématique de l'ordinateur quantique que IBM construit. C'est très, très beau. Tout ce qui brille est or. C'est vraiment de l'art. C'est de l'art aussi, mais bon. Mais en fait, ce que vous voyez ici, ça a l'air très impressionnant. C'est juste un gros réfrigérateur. L'ordinateur quantique, l'ordinateur quantique, c'est un petit chip qui fonctionne au millième de degré Kelvin. Puis, tout ce qu'on voit, c'est l'appareil pour refroidir le petit ordinateur quantique minuscule qu'on ne voit même pas, qui part dans le ventre.
Donc, non, l'ordi quantique lui-même, il n'est pas en or, mais son frigidaire l'est. Oui, bon. Quoi qu'il en soit, ça, c'est l'ordi quantique d'IBM. Mais juste pour vous montrer, il y a d'autres technologies complètement différentes. Par exemple, les Chinois ont développé un ordi quantique photonique. C'est complètement différent comme technologie, mais dans le même but, de faire des calculs qui utilisent la théorie quantique pour accélérer les choses. Et j'aurais dû apporter une photo de Monarch. Monarch, c'est le premier ordinateur quantique construit au Québec, qui se trouve dans les locaux de l'ETS, au centre-ville. Et nous avons un ordi quantique maintenant, avec un nombre de bits quantiques insuffisant pour faire ce que je vais dire dans un instant, mais quand même assez gros pour pouvoir jouer avec. Quoi qu'il en soit, là où ça devient pertinent la cryptographie, c'est qu'en 1994, Peter Shor, et indépendamment Alexei Kitaev, qui était en Union soviétique à l'époque, donc Shor et Kitaev, en 1994, ont réalisé que l'ordi quantique, si on en avait un, je vous rappelle, ça faisait peut-être 10 ans que c'était inventé théoriquement. Personne n'avait pris au sérieux qu'on pourrait le construire un jour à cette époque-là, parce que ça ne servait pas à grand-chose. Puis, Deutsch s'était posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Puis, il y avait des réponses comme pas très convaincantes. Jusqu'à ce que Shor arrive. Et donc, Peter Shor, en 1994, a réalisé que l'ordi quantique permet de factoriser efficacement les grands entiers. Alors, si vous connaissez comment fonctionne RSA, bien, ça brise RSA. Ce n'est pas un cours de crypto, là, mais si vous connaissez déjà RSA, arrivé chez Miranda-Hellman, sa sécurité présumée est basée sur la croyance que factoriser les grands nombres est difficile. Ce n'est pas vrai. L'ordi quantique factorise les grands nombres plus vite que ça en prend pour obtenir un nombre premier classiquement. Donc, RSA est brisé misérablement complètement par l'ordi quantique. Et il a aussi découvert, en fait, 2 semaines avant, que l'ordi quantique peut extraire le log discret. Excusez le jargon, mais extraire le log discret, c'est précisément ce qu'il faut faire pour briser Diffie-Hellman. Même, excusez BIS pour le jargon, dans les courbes elliptiques. Donc, essentiellement, tous les établissements clés depuis que le psychanalyse est apparu se basent sur la croyance, soit que factoriser les grands nombres est difficile. Difficile, ça veut dire que ça prendrait des millions d'années. Soit que extraire le log discret est difficile dans les courbes elliptiques. Et ces deux choses-là sont fausses. Donc, l'ordi quantique brise complètement, misérablement, toute la cryptographie qui sert d'infrastructure à notre soi-disant sécurité informatique d'aujourd'hui et des 40 dernières années. RSA, donc l'insécurité calculatoire, non pas la sécurité, mais l'insécurité calculatoire, ben, RSA tombe à l'eau par la grille de Shor, Diffie-Hellman par l'autre grille de Shor, Cox, ben, c'est RSA, tombe à l'eau aussi. Merkle, personne ne s'en est jamais servi, mais même si on s'en servait, il y a le deuxième plus célèbre algorithme quantique, brise Merkle. Bon. Il ne reste plus grand-chose. Bon, Ellis, il n'a rien proposé, donc ce n'est pas brisé. Puis Michaelis, en tant qu'on sache, Michaelis résiste à l'ordinateur quantique. Mais dans les années 80, quand la question s'est posée, qu'est-ce qu'on va utiliser comme technologie pour sécuriser l'Internet, qui commençait à exister, bien, on a choisi Diffie-Hellman et RSA. Si à la place, on avait choisi Michaelis, bien, aujourd'hui, on ne serait pas, excusez-moi de le dire comme ça, là, mais on ne serait pas dans la merde aujourd'hui. Il y avait une raison quand même. C'est que Michaelis se demande, à l'époque, là je parle du début des années 80, à l'époque, on pensait déjà à l'idée de pouvoir transporter du matériel cryptographique dans sa poche. Ce qu'aujourd'hui, on va appeler une carte à puce. Donc, on pensait déjà, je ne pense pas qu'on rêvait que ce soit aussi petit que une carte à puce d'aujourd'hui, mais on commence déjà à avoir l'idée qu'on pourrait faire des transactions bancaires sécurisées par la nouvelle cryptographie avec un appareil qu'on transporterait sur soi. C'était un peu délirant, mais pas complètement absurde à l'époque. Mais, le défaut de Michaelis, comparé à RSA Diffie-Hellman, c'est que ça demandait des clés de plusieurs mégaoctets.
RSA défi elle-même est seulement quelques kilooctets, alors que Mécalis, ça demandait des mégaoctets. Et là, c'est bien certain que jamais on va pouvoir transporter un mégaoctet de mémoire dans sa poche. Et à cause de ça, le mauvais choix a été fait. Bon, je dis ça, évidemment, si c'est ça qu'on aurait choisi, c'est peut-être lui qui serait tombé en premier, parce qu'on n'a pas de preuve de sécurité pour ça non plus. C'est juste qu'aujourd'hui, personne n'a s'est vanté de savoir comment le briser. Donc, qui va gagner? Ben, c'est le briseur de code qui brise toutes les transactions Internet depuis 40 ans sont toutes brisées. Plus grave que ça, c'est brisé rétroactivement. Ça veut dire qu'un espion qui, à l'époque, il y a 40 ans, il y a 30 ans, il y a 20 ans, il y a 10 ans, a décidé qu'une certaine communication pourrait être intéressante, malgré le fait qu'elle était chiffrée par un système qui ne peut pas déchiffrer, il suffisait pour l'espion de prendre en note, pendant que ça passe sur Internet, de le recopier, de le garder, de le stocker chez lui, sans pouvoir déchiffrer aujourd'hui. Puis le jour qu'il y aura l'ordi quantique, il peut tout sortir ça de la boulamite et rétroactivement déchiffrer tous les messages. Dit autrement, tout ce qui est transité sur Internet depuis le petit cadenas est susceptible d'avoir été intercepté, stocké quelque part sous forme chiffrée et deviendra un livre ouvert quand l'ordi quantique sera disponible. Donc, tout le passé est perdu. Tout le passé devient un livre ouvert et on ne peut rien faire pour éviter ça. C'est irréparable. Tout ça, c'est déjà dans les mains de l'ennemi ou de l'adversaire, qui maintenant inclut le gouvernement américain, stocké quelque part, n'attendant que l'ordi quantique pour être déchiffré a posteriori. J'espère que vous avez bien dormi ce soir. Donc, on peut absolument pas sauver le passé, on peut seulement espérer sauver le futur en utilisant d'autres méthodes. Je sais que je dépasse mon temps, je ne sais pas trop le dépasser. Donc, il semblerait bien que Poe avait raison. Le briseur de code, Peter Shor, a gagné. Mais Kelly, c'est encore bon, peut-être. Et d'autres systèmes sont en cours de développement, et même certains en cours de standardisation, qui utilisent d'autres façons de procéder que Diffie-Hellman et RSA, qui pourraient bien être immunisés contre l'ordi quantique, mais on n'a aucune preuve. Il n'y a aucun système classique dont la sécurité est démontrée contre l'ordi quantique, ni même contre l'ordi classique. Et j'arrive à la cryptographie quantique. Alors, la cryptographie quantique, c'est quelque chose qui date, en fait, ça a commencé en 1968 par Steven Wiesner. Il y a plein de petits dessins qui ont été faits par Sheldon Lee, un Chinois. Donc, en 1968, Wiesner, qui ressemblait à ça à l'époque, pour vrai, en train de jouer au Go, qui ressemblait à ça récemment. Il est récemment décédé, mais bon, c'est ça, il a vieilli, comme tout le monde. Alors, il a pensé, en 1968, Wiesner a été le premier à réaliser qu'on pourrait utiliser des effets quantiques pour faire un calcul ou faire quelque chose qui a rapport à l'information qui serait non seulement classiquement infaisable, mais même classiquement impossible. Ce n'est pas l'ordi quantique, c'est plus fort que ça, en fait. Donc, l'idée que c'est même impossible, des tâches qui seraient impossibles, pas seulement pour un ordinateur classique, mais pour un processus classique quelconque, et que le processus quantique pourrait faire. Ça, c'est la grande idée de Wiesner. Et pour ça, il a utilisé le fait que l'information quantique, je vais vous en parler un petit peu tantôt, c'est quelque chose qui va à l'encontre de notre expérience de tous les jours. En particulier, l'information quantique ne peut pas être mesurée ni copiée. Elle est perturbée par l'observation. Donc, exemple, c'est impossible de mesurer, par exemple, un photon. La polation d'un photon, un photon, c'est la particule qui transporte la lumière. Et le photon, s'il se déplace comme ça, va être polarisé dans un plan perpendiculaire à l'axe de propagation. Donc, si le photon s'en va vers vous, il peut être polarisé dans ce plan-là. Pensez-y que très, très naïvement, comme s'il oscillait de haut en bas, de gauche à droite, un angle, une diagonale, l'autre diagonale, n'importe quel angle. Il faut aussi voyager en tire-bouchon. Bon. Et l'angle de polarisation, c'est un exemple de ce qu'on appelle l'information quantique. Alors, c'est naïf, mais ça va suffire pour nous. Alors, ce que ça dit, c'est que si vous avez un photon d'une polarisation inconnue qui vous arrive, qu'il n'y a aucun appareil qui est permis par la théorie quantique qu'on pourrait construire, pas de question technologique. Si la théorie quantique est correcte, c'est impossible en principe. Pas seulement technologiquement,
de construire un appareil qui prendrait un photon, qui pourrait vous dire quel est l'angle de polarisation. On peut essayer de le mesurer, auquel cas, on va perturber l'information. On ne l'obtiendra pas, puis en plus, on va la perturber. Et impossible de cloner ou de copier une polarisation. J'ai un photon polarisé à un angle inconnu, je ne peux pas le prendre puis en faire plusieurs copies. Donc, ça, c'est des impossibilités en principe si la théorie classique est correcte, qu'on ne peut pas démontrer. Alors, ça a l'air assez négatif, plein de choses qu'on ne peut pas faire, mais là, pour y penser correctement, il y a plein de choses que la théorie classique nous dit qu'il est impossible de faire. Bien, si on met l'impossibilité sur le dos de l'espion, bien, tant mieux pour nous. Donc, c'est pas nous qui ne pouvons pas faire ça. Nous avons utilisé le fait que l'espion ne pourra pas le faire. Ça, c'est l'idée de base. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais si on revient à Wissner, il y a eu cette idée de construire un billet de banque impossible à contrefaire dans son article original de 1968. L'idée de simplicité absolument enfantine, si l'information quantique ne peut pas être copiée, bien, je mets l'information quantique sur mon billet de banque, illustrée sous forme de photon polarisé, c'est un dessin d'artiste. Mais si je mets l'information quantique sur mon billet de banque, l'information quantique ne peut pas être copiée, donc le billet de banque ne peut pas être copié. That's it, that's all. Ça ne peut pas être plus simple que ça. Marquez que si c'est tout ce qui est. Mais marquez que si on s'arrêtait là, bravo, il ne peut pas être copié, mais si personne ne peut vérifier qu'il est bon, ça ne sert pas à grand-chose non plus. Donc, je n'ai pas le temps de vous expliquer les autres idées de Wissner. Au bout de la ligne, le billet de banque peut être vérifié. Pas seulement qu'il ne peut pas être copié, sinon ça ne sert absolument à rien. Malheureusement, dans le cas de Wissner, il faut seulement être vérifié par la banque qui l'avait produite, mais pas par un marchand. Donc, le billet de banque, oui, si on retirait le billet de banque de son compte de banque, on pourrait partir avec, mais personne ne l'accepter nulle part parce que personne ne peut le vérifier, sauf la banque elle-même. Bon, vous pouvez revenir à votre banque, leur déposer, ils vont vérifier, oui, c'est bon, d'accord. Bon, alors donc, c'est une idée qui est intéressante, certainement. Bon, pas réaliste du tout. Puis en plus, malheureusement, c'est pas utile parce que personne ne peut vérifier qu'il est bon, sauf la banque qui l'a produite. Donc, l'idée originale, c'est un peu farfelu. Mais c'est souvent les idées les plus farfelues qui sont les plus qui donnent, si on les pousse de la bonne façon, ils vont amener des choses vraiment intéressantes. Mais dans ce cas-ci, Wissner, il a rédigé son article en 1968, il l'a soumis à un journal d'ingénieurs, mais il a écrit en jargon de physicien, pas de sa faute, c'est physicien, mais il l'a soumis à un journal d'ingénieurs, ça c'est de sa faute, et ça a été rejeté. C'est tout à fait normal, parce qu'il n'y a personne, côté ingénieur, qui peut comprendre quoi que ce soit qu'il avait écrit. J'ai rien contre les ingénieurs, là. C'est juste qu'il n'avait pas écrit dans le bon langage pour le journal où il soumettait et qu'il n'a pas soumis au bon journal, un ou l'autre. Ça a été rejeté. Là, il a pris son papier, puis il l'a mis dans un tiroir, puis il est passé à autre chose. Et ce serait la fin de l'histoire. Si ce n'était pas qu'il avait un bon ami, Charlie Bennett, ils avaient fait leur premier cycle universitaire ensemble. Maintenant, ils faisaient leur doctorat chacun dans des universités séparées, mais ils se visitaient de temps en temps. Et heureusement, 2 ans plus tard, après être rejeté, 2 ans plus tard, Bennett a visité Wissner et a expliqué ses idées. Excusez, Wissner a visité Bennett. Wissner a visité Bennett, a expliqué ses idées. Et Bennett lui a compris, non seulement l'idée, c'est un physicien, Bennett, mais il a compris que c'était vraiment intéressant. Et là, il a pris une feuille de papier, puis il a commencé à prendre des notes. Bon, il semblait plutôt à ça à l'époque. Oui, c'est pas très bon. Aujourd'hui, il semble plus à ça. Mais quoi qu'il en soit, il a pris en note les idées de Wissner, et il a écrit. Et cette feuille de papier qui existe encore est le plus important artefact de toute la discipline. Et ça commence par Quantum Information Theory, souligné en rouge. C'est peut-être moi qui l'ai souligné en rouge, je suis pas sûr. Mais bon, première fois que ces mots-là ont été mis ensemble, le 24 février 70, page 1. Et tout est là. Tout est là pour démarrer une discipline. Et là, Bennett, contrairement à Wissner, a réalisé l'importance de la chose et s'est fait un devoir d'en parler autour de lui. Puis pendant 9 ans, il s'est fait virer de bord par tout le monde. Mais 9 ans plus tard, j'étais à San Juan, Porto Rico, à l'époque où on pouvait aller aux États-Unis sans avoir honte, et j'étais tranquillement en train de nager. J'étais à la plage, en train de nager, je m'occupais de mes affaires.
Puis il y a un malade mental qui nage vers moi. Ça, c'est moi en train de nager. Ah, vous m'en demandez pourquoi la barbe? Parce que je ressemblais à ça à l'époque. C'est vraiment pas mal bon comme cas. Donc, il y a un malade mental qui apparaît et qui se met à me dire qu'il sait comment utiliser la théorie quantique pour faire des billets de banque impossibles à contrefaire. Comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, là? Sur la terre ferme, j'aurais pris les jambes à mon cou, mais dans l'eau, j'ai bien envie de l'écouter poliment. Puis, à la fin, il m'a raconté l'idée de Wisner, que je vous ai dit rapidement. Je n'avais aucune connaissance de physique quantique préalablement. Moi, tout mon training est en. Tous mes diplômes sont en informatique. Mais j'ai écouté ça, et j'ai dit, c'est vrai que c'est intéressant. Non seulement je trouve ça intéressant, mais j'ai dit à Bennett, oui, mais c'est bien beau, mais ça ne sert à rien parce que il ne pourra pas le dépenser nulle part. J'ai expliqué ça. Il a dit, ben oui, c'est vrai. J'ai dit, mais moi, j'ai essayé un doctorat en cryptographie. Et je pense que je voulais faire ça. En disant une clé secrète du seulement de la banque qui permet de créer le billet de banque, puis une clé secrète, puis une clé publique qui permettait de vérifier la validité du billet. Et ça rendait l'idée tout aussi farfelue qu'avant, mais elle n'était plus inutile. Bon, ça amenait le premier papier qu'on a publié en 82. Mais pour faire l'histoire courte, parce que mon temps commence à être un petit peu trop dépassé, mais je vais essayer de finir en 5 minutes. En continuant, on se visitait de temps en temps, c'était pas notre day job, là. Nous, on travaillait chacun sur autre chose. Moi, la cryptographie classique, bon. Mais on aimait ça se rencontrer, puis brasser des idées. Et de fil en aiguille, ça a pris 5 ans finalement, de fil en aiguille, on a inventé BB84, donc Christian a mentionné. En fait, on l'a inventé en 83, comme son nom l'indique. Et donc ça, c'est la cryptographie quantique. En 84, on a fini par avoir l'idée, que je vais vous en dire quelques mots dans un instant, et ça a été publié dans les procédés d'une conférence un peu obscure en Inde, à Bangalore, en Inde, en 84. Et la petite histoire, c'est qu'en fait, on avait essayé, nous aussi, de soumettre des articles sur nos idées. Le premier, on est venu en 82, qui est accepté pour rendre l'idée Wisner plus intéressante. Mais ensuite, on a été rejetés par tous nous aussi, Bennett et moi. Fait que là, un jour, William Margava, qui était au département d'informatique ou de génie à Concordia, à l'époque, en 84, a organisé une session sur la cryptographie et organisé une session, une conférence qui a eu lieu en Inde. Il m'a dit, écoute, l'Université de l'Inde, c'est intéressant, l'Université de l'Inde, envoie-moi n'importe quoi, c'est une petite avance. Il va être publié parce qu'il n'a pas été accepté, donc il était inéligible. C'est comme ça que ça marche. Quoi qu'il en soit, donc, sur la célébration de la présidentielle, en fait, une session pour célébrer la 40e anniversaire, dans laquelle Bennett a exhibé le premier prototype que nous avons construit en 1989. Et ça, c'est on est pas obligé, c'est le travail de tout le monde dans Des questions, ça va, ça va. Des questions en route.
le changement de l'espion va participer l'information puis va recevoir quelque chose. Et tu sens que c'est envoyé. Et cette perturbation est effectuelle. Encore une fois, c'est pas évident, mais c'est pas si difficile non plus. Je n'ai pas le temps de donner les détails dans les moins 15 minutes qui restent. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça nous offre une confidentialité inconditionnelle, quelle que soit la technologie et la puissance de calcul de l'espion. En d'autres termes, ça répond à la définition de perfection que j'avais énoncée précédemment. Bon, donc, dans l'article original, stylo, ça c'est le titre. Vous voyez que les photos étaient même dessinées à la main à l'époque. 30 ans plus tard, nous avons reproduit l'article dans un journal. Mot à mot, pareil. On n'a rien changé. On a changé quelques coquilles, c'est vrai. Et on a refait la mise en page. Mais aussi parce que l'article original est assez difficile à trouver, merci. Donc 30 ans plus tard, en 2014, on a publié une version que tout le monde peut obtenir et qui est très citée. Donc, ça, c'est le protocole. Mais la première fois qu'on a publié le protocole BB84, c'était à Bangalore, en Inde. Et ça, c'est la nouvelle version. C'est identique, c'est juste mieux tapé. J'ai vraiment pas le temps de vous expliquer comment ça fonctionne. Le temps est beaucoup trop dépassé. Donc, on va laisser faire comment ça fonctionne. Je suis désolé. Vous le demandez plus tard. Donc, ça, c'était le protocole original qu'on a développé à l'époque. Il a amélioré depuis. Bon. Peu importe. Et il se trouve lui aussi au Deutsches Museum. Il y a un mur qui décrit la crypto-quantique au Deutsches Museum. Tout le protocole est ici. Ça, c'est des appareils, des prototypes pour l'implanter. 2 minutes pour vous dire que ce n'est pas juste la théorie. Nous, on a inventé la théorie. Bennett et moi, théoriciens. On a inventé la théorie, mais pendant 5 ans, il n'y a personne qui le prenait au sérieux. On a pu publier, comme je l'ai dit, parce que ça a été accepté avant d'être soumis. Mais personne ne nous prenait au sérieux. Au début, ça ne nous dérangeait pas trop parce qu'on ne se prenait pas au sérieux, nous non plus. Mais après quelques années, on a commencé à trouver ça dur. Puis on a décidé de construire un premier prototype pour démontrer que c'était faisable. Ce n'était pas juste la théorie, du délire de théoricien. Donc, on a construit le premier prototype qu'on a publié dans Scientific American. Puis ça, c'est 1989, le prototype original de BB84, donc la cryptographie quantique. Puis, j'ai tenté de dire que c'est une joke, parce que c'est vraiment de la broche à foin. On a pris 3 étudiants qui se sont joints à nous, donc François Bessette, Louis Salvaille et John Swannon. Salvaille, c'est maintenant un de mes collègues, professeur ici même. Mais aucun des 5 a le moindrement de connaissances en expérimental. Qu'on a réussi à faire fonctionner, c'est un vrai miracle. Mais on a réussi. Puis le plus drôle de l'histoire, c'est qu'à l'époque, on avait ici, on créait les photos avec c'est même pas un laser, là. C'est même pas un laser. C'est un LED. Mais bon, donc, on créait les photos ici, puis on les faisait passer un premier fil polarisant, pour que ça tous polarisés de la même façon. Puis là, il fallait pouvoir tourner la polarisation avec 4 façons différentes, incluant pas du tout, ou un peu, ou un peu, ou un peu. Bon. Il fallait avoir 4 polarisations différentes. Donc, on avait ici, ça s'appelle des cellules de Pockels pour, à l'époque, c'est ce qu'il y avait de mieux, pour tourner la polarisation sous contrôle de l'ordinateur. C'est un espèce de cristal non linéaire qui réagit quand on met du voltage dessus, du courant, mais ça marche au 1000 volts. Okay? On met assez de voltage, puis il se réveille un peu, puis ça tourne plus ou moins les polarisations. Bon, essentiellement. Puis le plus gros morceau de toute la patente, c'est l'alimentation électrique, parce que ça marche au 1000 volts. Vous savez tous que l'alimentation électrique, ça fait du bruit quand il y a beaucoup de voltage. Donc, on pouvait entendre les photons passer. Puis les 0 et les 1 ne faisaient pas le même bruit. Donc, notre prototype était démontrablement invulnérable contre tout espion sourd.
Donc, notre belle théorie n'était pas prise au sérieux, ça, c'était pris au sérieux. Bon, c'est comme ça. Toujours est-il qu'aujourd'hui, par la suite, il y a des gens sérieux du point de vue expérimental qui ont compris l'intérêt, qui sont mis à construire des prototypes de plus en plus sophistiqués, jusqu'à ce plus des prototypes, mais des choses utilisées pour vrai. En partie, idée quantique en Suisse, Toshiba au Japon et Quantum Cytec en Chine sont trois des principaux joueurs, mais il y en a plein d'autres. Il y a plein de compagnies qui sont apparues soit pour mettre en œuvre les principes de cryptographie quantique. Bon, là, Toshiba ne fait pas seulement ça, mais c'est devenu une des branches importantes de Toshiba. Alors que l'idée quantique, c'est son business. Aujourd'hui, bon, je tiens à dire que je ne les ai pas tous vérifiés. Là. Il y a peut-être de la frame là-dedans, mais l'idée quantique, c'est bon. Alors, l'idée quantique, vous pouvez aller sur Internet, vous pouvez acheter une boîte pour aller sur une boîte pour Bob, ou les relier par un câble optique, ça marche tout seul. Et ça peut c'est assez vite pour faire du vidéo. Et donc, ça fonctionne très, très bien. Toshiba, là, je vais aller vite, là, Toshiba, chez Toshiba aussi, vous pouvez acheter ça. Chez Toshiba, la page Wikipédia de Toshiba, dès le premier paragraphe, ça parle de crypto quantique. Donc, Toshiba prend ça très au sérieux. Quantum Cytec, c'est le géant chinois. Eux, ils ont vraiment pris ça au sérieux. Eux étant à la Chine. Donc, en Chine, déjà en 2017, si je me souviens bien, donc, il y a presque 10 ans déjà, les Chinois ont installé ce qu'on appelle une épine dorsale qui relie Shanghai à Pékin par crypto-quantique avec des sous-réseaux locaux dans 4 villes en cours de route. Donc, n'importe qui à Shanghai peut se brancher là-dessus, échanger une clé avec le nœud principal ici, qui va percoler jusqu'ici et se rendre n'importe où ailleurs à Pékin. C'est utilisé pour vrai. Quand je dis n'importe qui, vous ne comprenez pas tous les citoyens qui ont accès à ça. Mais ça fonctionne pour vrai, c'est utilisé pour vrai. À cette époque-là où j'ai pris cette photo-là, une photo une copie d'écran, c'était 2000 km. Maintenant, c'est 10 000 km. Ils ont 10 000 km d'épines dorsales cryptographiques, cryptochantiques en Chine. C'est ce qui s'appelle prendre au sérieux. Comme ce n'était pas suffisant, les Chinois ont aussi lancé les premiers satellites de communication quantique, dont une des 3 missions était d'établir des clés cryptographiques par cryptoquantique entre le satellite et différents points de la Terre. En particulier, ils ont établi, donc il a été lancé en 2016, et en particulier, ils ont établi une clé quantique avec Vienne, une clé secrète avec Vienne, une clé secrète avec Pékin, qui ont été combinées pour avoir une clé entre Vienne et Pékin. Donc, la clé entre Vienne et Pékin était connue uniquement des deux extrémités et l'âge du satellite. Ça, on sait comment éviter ça maintenant, mais pas à l'époque. Donc, aujourd'hui, on n'avait pas besoin de savoir le satellite. Mais à l'époque, c'était ça. Donc, il y avait une clé secrète entre Vienne et Pékin, connue seulement de ces deux-là et du satellite, qui était utilisée pour chiffrer une communication vidéo entre le président de l'Académie des sciences d'Autriche et de Chine en 2017. C'était la première utilisation sur 7600 km de la crypto-quantique. Aujourd'hui, il y a plein de pays qui se sont lancés dans la course aux satellites quantiques, dont le Canada. Messieurs, ça c'est le premier satellite chinois. Mais au Canada, il y a KISAT qui devrait être lancé cette année. Pour vrai, ça ressemble à ça. KISAT, c'est le grand projet canadien de cryptographie quantique dans l'espace. Au niveau européen, il y a quelque chose qui s'appelle OpenQKD, dont le but est de relier toute l'Europe par cryptographie quantique. À l'époque où j'ai pris ces copies d'écran, il y avait 13 pays de l'Union européenne qui étaient impliqués. Depuis, c'est devenu beaucoup plus. En fait, maintenant, quelque chose qui s'appelle EuroQCI, comme la Quantum Communication Infrastructure. EuroQCI regroupe tous les 27 pays membres de l'Union européenne.
Ce qui, hélas, exclut donc la Suisse, qui sont les pionniers en Europe. C'est un peu triste. Ils ne font pas partie de l'Union européenne, ils ne font pas partie de l'EuroQCI. C'est vraiment triste. Mais c'est comme ça. Et ce que l'EuroQCI fait, avec les 27 membres de l'Union européenne, utilise OpenQKD pour sécuriser toute l'Europe. Donc, il y a de l'espoir pour l'avenir. Comme je dis, le passé est perdu, mais il y a de l'espoir pour l'avenir. Et pour en finir, Taro Shimada, c'est aujourd'hui le directeur, le CEO, le grand boss de Toshiba. Quelques années plus tôt, il n'était pas encore le grand boss, mais il a fait une conférence virtuelle à cause de la COVID à New York. Et dans sa conférence, en 2021, il a prédit que la crypto quantique allait avoir, QKD, c'est BB84, essentiellement, que la crypto quantique allait avoir un marché de 20 milliards de dollars en 2035. Bon, ça reste à voir, mais c'est possible. Donc, bref, c'est sérieux. L'an dernier, pour fêter le 40e anniversaire, j'ai été invité à faire un cours dans une école en Belgique. Et suite à ça, le laboratoire de cybersécurité qui chapeautait ça en Wallonie a créé un laboratoire, porte mon nom, dont le but est d'être le fer de lance de la protection de l'Europe. Si vous vous demandez c'est quoi ça, je pense, oui, c'est dans une bande dessinée, je pense à ça. Alors ça, c'est quoi? C'est une description fantaisiste des crypto quantiques inventée par Renet. Et ce qu'il y a derrière nous, c'est Mathémal Kémy qui, hélas, prend la route du pays Navajo demain. Mais si vous l'avez déjà vu, tant mieux. Alors, ça, c'est une belle illustration de la crypto quantique qui a été réalisée par Ingrid Debichy pour la théorie et par Dominique Herman pour la réalisation en courte pointe. C'est tout à fait fabuleux. Donc, ça décrit la crypto quantique avec des lucioles pour faire des photons et des grenouilles pour les détecter. Bon, je ne rentre pas dans le détail. Et en fait, si vous tournez, donc, si vous prenez ce mur-là et vous le tournez comme ça, pour voir ce qu'il y avait à gauche, ça, c'est ce que je pense, puis à gauche, c'est ce que je dis. Donc, on voit un petit peu mieux le dessin, parce que je vous ai dit que un des principaux buts dans la vie, c'est de protéger la vie privée. L'autre, c'est de faire comprendre aux physiciens que la théorie quantique de Bohr est incomplète et telle que Einstein l'avait prédit, et qu'elle peut être complétée, et que la physique, en fait, notre univers, notre nature, est locale et réaliste. Mais ça, ce serait une autre conférence. Donc, je dis à Bohr, c'est trompé. Pourquoi je dis ça? Parce que le mur en face, il y a Einstein qui dit Dieu ne joue pas au dé. Puis à côté, il y a Bohr qui lui dit mais qui êtes-vous, M. Einstein, pour dire à Dieu comment jouer? Alors, moi, en face de ces deux-là, je réponds à Bohr. C'est Einstein qui avait raison. Bon, anyway. Alors, pour faire une histoire courte, ça, c'est Charles Bédard. Devant, c'est une photo extrêmement bien réussie, en fait. Charles n'est pas si mal, mais la photo de la courte pointe, je n'en reviens pas à quel point c'est beau. Je ne sais pas s'il a triché, je ne sais pas comment il a fait. Mais bon, c'est la meilleure photo que j'ai. Il était là aujourd'hui. Il savait que c'était aujourd'hui le dernier jour qu'on pouvait y aller. Il ne l'a pas raté. Tant mieux pour lui. Bon, alors pour finir, on peut rêver d'Internet quantique. Ça, c'est encore un peu futuriste, mais on peut rêver un jour que l'Internet, il y aurait un Internet quantique qui relie tous les individus de la Terre pour transmettre l'information quantique, peut-être pour faire cryptographique ou autre chose. Tout ça serait relié par des satellites quantiques. Ça, c'est tout à fait dans la mesure de ce qu'on sait faire technologiquement aujourd'hui. Aujourd'hui, les Chinois, pour eux, ils ont réussi à faire un microsatellite qui pèse, je pense, quelques kilos. Je ne sais plus combien, 25 kilos à peu près, je ne sais pas ça exactement. Et les stations de réception sur la Terre, de 100 kilos. C'est très compact. On est capable de faire très compact, un tout petit satellite qui peut faire BB424 avec une station terrestre qui rentre dans un petit camion. Ça devient vrai, quoi. C'est plus de la science-fiction. All right. Alors, conclusion, la crypto quantique nous donne la perfection telle que j'avais définie. Et donc, qui va gagner?
pour un retard, c'est les faiseurs de code qui gagnent. Retard, c'est les faiseurs de code qui gagnent. Je comprends que c'est votre façon polie de me dire de me faire, mais malheureusement, pas si vite. Parce qu'on a une démonstration mathématique que l'écriture quantique est invulnérable, et c'est mathématiquement démontré. Ça a pris 10 ans à faire la preuve. Et la preuve mathématique n'est pas du tout évidente. Intuitivement, c'est facile de le comprendre, de le croire. De prouver, c'est autre chose. On a une preuve complète. Mais la cryptographie quantique est invulnérable, mathématiquement démontrée, à la condition qu'il soit construit selon le protocole théorique. Et dans la vraie vie, quand on construit l'appareillage, il y a toujours des imperfections. Et il y a des gens qui, collectivement, s'appellent les quantum hackers. Et les quantum hackers ont beaucoup d'imagination. Le chef, c'est Vadim Makarov. Et Makarov a beaucoup d'imagination pour trouver toutes sortes de façons d'exploiter les imperfections des appareils de crypto quantique. Il y a toutes sortes d'imperfections imaginables et inimaginables qui font que la sécurité absolue, c'est pas vrai. Et donc, est-ce que Poivre avait raison malgré tout? Ben, on ne sait pas. Mais le jeu de la souris continue. Sauf qu'avant, c'était un jeu qui jouait dans le royaume des mathématiques. Et maintenant, c'est le royaume du génie, dans le sens ingénieur. Qui va pouvoir construire un appareil de crypto quantique qui se rapproche le plus possible de l'idéal? Qui va pouvoir essayer à quand même trouver une faille dans l'appareil et l'exploiter? Mais il y a quand même une bonne nouvelle, et je vais vraiment arrêter là-dessus, c'est que la cryptographie classique est sujette à l'attaque qu'on appelle moissonner maintenant, déchiffrer plus tard, une attaque dont je vous ai parlé. À savoir, rien n'empêche l'adversaire éventuel de prendre en note l'information chiffrée sans pouvoir déchiffrer aujourd'hui et d'attendre patiemment que sa technologie lui permette de déchiffrer. Soit parce qu'il y a un ordi quantique, soit parce qu'il y a de nouveaux algorithmes classiques qu'on n'a pas encore inventés qui permettent de le faire. Mais il n'y a rien qui empêche la question de prendre en note toute l'information chiffrée pour usage ultérieur, pour déchiffrement ultérieur. Et ça, c'est l'attaque, c'est la plus grande faiblesse de la cryptographie classique, c'est ça. C'est la possibilité de cette attaque moissonner maintenant, déchiffrer plus tard. Alors que, au contraire, la crypto quantique procure ce qu'on appelle un secret éternel. Et ce que veut dire secret éternel, c'est que oui, il peut y avoir des failles dans l'implantation. C'est vrai que c'est possible. Mais elle doit être exploitée au moment où le protocole d'établissement clé a lieu. Si l'espion laisse passer les photons sans rien faire avec, c'est fini. Donc, pour attaquer les crypto quantiques, il faut absolument l'attaquer on the spot pendant que l'établissement clé a lieu, pas 10 ans plus tard. Donc, par secret éternel, on veut dire que la clé restera secrète pour l'éternité, aussi secrète qu'elle l'était tout de suite qu'elle était à sa création. Si à sa création, il y a un espion qui avait réussi à faufiner, bien, tant pis pour la clé. Mais ça n'invalide pas l'énoncé. Donc, la clé va rester secrète pour l'éternité, aussi secrète qu'au moment où elle a été créée. Et c'est ça qui est le grand avantage de la crypto quantique, en dépit de la possibilité qu'il y ait des failles dans la réalisation. Donc, l'exploitation de failles éventuelles ne peut pas se faire par la technologie du futur. Alors que le déchiffrement des messages classiques qui ont été stockés, ce déchiffrement-là peut être fait par la technologie du futur, mais pas l'exploitation des failles de l'implantation de BB84. Donc, voilà la grande force de la crypto quantique, tout en admettant humblement que prétendre que la sécurité est absolue, ben, ce n'est même pas vrai. Mais ça, c'est vrai par contre. Et je tiens à dire que le mot éventuel ici, je l'ai écrit en français et pas en anglais. Parce qu'en français et en anglais, ce n'est pas la même chose. C'est le sens français du terme que j'utilise. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire, allez voir dans le dictionnaire, c'est bon à savoir. Ah ben, j'ai vraiment beaucoup trop parlé. J'arrête ici. Je ne vous ai pas invité, à sortir, si vous étiez allé m'entendre, avant que je finisse, parce que je ne voulais pas que vous buviez le vin, qu'il ne vous en reste plus. Bon, désolé. Salut. Je voulais proposer quelques questions, mais s'il y a une ou deux personnes qui sont pressées de partir, c'est bon, le vin, c'est ça. Je voulais vraiment te remercier, c'était fascinant. Alors,
Est-ce qu'il y a des questions? Quelle différence il y a entre ordinateur quantique et cryptographie quantique? Le seul lien entre les deux, c'est le mot quantique. La différence, c'est tout le reste. Donc, dans les deux cas, on exploite les propriétés de la théorie quantique. C'est sûr. Dans un cas, on le fait d'une façon qui est technologiquement tout à fait sous contrôle aujourd'hui pour la crypto. Alors que l'ordre quantique, on peut espérer qu'il n'est pas encore réalisé, mais c'est pour bientôt. Mais la difficulté d'implanter l'ordre quantique est des ordres de magnitude plus grandes que d'implanter la crypto quantique, même par satellite. Et l'autre différence, évidemment, c'est que la crypto quantique sert le bien et l'ordre quantique sert le mal. Mais je tiens à préciser que l'ordre quantique, ça ne sert pas uniquement à briser la cryptographie. Il y a énormément d'applications futures l'ordre quantique qui vont être très, très bénéfiques. Par exemple, pour la science des matériaux, pour développer des médicaments. Une bénédiction quand on sera débarrassé du stigmate que ça va commencer par détruire la société. Mais après ça, ça va être très, très utile. Vous voyez que les gouvernements Big Brother essaient effectivement de limiter l'accès à la cryptographie quantique? Peut pas. La question, c'est est-ce que je crois que les gouvernements, Big Brother, etc., vont limiter l'accès à la crypto quantique? On coupe pas les possibles. Chercher à ralentir? La réponse, Non, je sais, mais c'est qu'ils ont si par les gouvernements, prenons les États-Unis comme exemple, même à l'époque, ce n'était pas encore l'ennemi, là où les États-Unis ont voulu limiter la recherche sur la cryptographie classique, et tout ce qu'ils ont réussi à faire, c'est la cryptographie classique, c'est beaucoup plus développé les pays, en guillemets, ennemis, où il n'y avait pas les... C'est eux qui ont inventé DES, le Data Encryption Standard, mais ils avaient des lois qui interdisaient l'exportation. Si bien que DES, invention américaine, a été mise sur le marché. Ils sont tirés dans le pied complètement en voulant limiter l'accès à la cryptographie classique. Pour la cryptographie classique, ils prétendent que ça ne sert à rien. Donc, ils n'ont pas limité l'accès, ils disent c'est de la merde. Quand je leur demande pourquoi les Chinois sont aussi stupides, ils n'ont pas de réponse. Par contre, ce que les Américains ne peuvent certainement pas faire, c'est d'empêcher les Chinois de développer la crypto quantique chez eux. Donc, ils n'ont pas avantage à ne pas développer chez eux, sachant que ça va être développé, en guillemets, chez l'ennemi. Alors, vous voyez-vous pour les satellites et les technologies spatiales pour faire avancer la cryptographie quantique de la mécanique quantique? OK. Très, très bonne question. J'ai oublié de mentionner tantôt, quand je vous ai parlé de EuroQCI, le Europe Quantum Communication Initiative, dont un des buts, c'est d'implanter la crypto quantique sur toute l'Europe. Je vous ai parlé de ça. Puis je vous ai dit que tous les pays membres de l'Union européenne en font partie. Mais j'ai oublié de mentionner et l'Agence spatiale européenne. Donc, l'ESA. L'Agence spatiale européenne est un des parties preneurs de QCI, de EuroQCI. Et ils sont en charge, pas surprenant, des aspects spatiaux de la crypto quantique, alors que les autres pays, enfin les pays, les remparts, sont en charge de l'implantation terrestre de la crypto quantique. Donc, ça, c'est la réponse pour les satellites. En fait, ce à quoi on peut s'attendre, il y avait une diapo il n'y a pas très longtemps qui montrait l'idée. Ce à quoi on peut s'attendre, c'est une constellation de satellites qui vont se relier d'informations quantiques. Et maintenant, on est capable, enfin les Chinois sont capables, de transmettre l'information quantique en question sur la Terre avec des stations terrestres de taille raisonnable. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des constellations de communication quantique, de satellites de communication quantique dans un avenir rapproché, c'est déjà commencé en Chine. Mais ça, c'est pas la question. L'utilisation de l'espace pour la crypto. Mais l'autre, la sous-question, c'est pour la théorie quantique en général, c'est encore beaucoup plus intéressant. Parce que les Chinois, toujours eux, leur premier satellite quantique, il y avait 3 missions. Une des missions, c'était, je l'ai dit, de réaliser la crypto quantique entre le satellite et les stations terrestres. Ce qui permet à 2 stations terrestres d'avoir une clé secrète
Seulement eux qui est connu seulement par eux et le satellite. Ça, c'est une des 3 missions. Une autre des 3 missions, c'était de faire la téléportation quantique entre la Terre et le satellite. Donc, sur une distance de plus que 1000 km. Et ça, ils l'ont réalisé, mais c'est de la fraude. Je n'ai pas vraiment le temps d'expliquer pourquoi, mais leur téléportation, c'est du n'importe quoi. Alors que l'établissement de clés, ce n'est pas du tout du n'importe quoi. Mais la 3e mission, ce n'est pas n'importe quoi non plus. La 3e mission, c'est de créer une application sur le satellite et de distribuer l'application sur 2 points terrestres isolés, espacés de plus que 1000 km. Donc, ils ont pu intriquer 2 stations terrestres. Je ne sais pas si c'est une application, désolé, je n'ai pas le temps d'expliquer, mais ils ont pu intriquer 2 stations terrestres à plus que 1000 km de distance et, à ces endroits-là, faire ce qu'on appelle des tests d'inégalité de Bell. Donc, ils ont pu démontrer la réalité physique de l'intrication, que ça fonctionne encore sur plus que 1000 km de distance. En fait, 1200 km. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le prix Nobel 2022 a été donné à John Clauser pour avoir vérifié l'intrication sur une distance assez courte en 1972, 50 ans avant qu'il y ait le prix Nobel. 10 ans plus tard, Alain Aspect, en 82, lui a réalisé l'expérience de démontrer l'intrication sur 12 mètres de distance. Et c'était vraiment spectaculaire à l'époque. Il y a le prix Nobel pour ça, 40 ans plus tard. Mais donc, le prix Nobel a été donné pour avoir réussi à démontrer l'intrication sur 12 mètres de distance. Les Chinois, là, ils l'ont fait sur 1200 km. C'est calculé, c'est 100 000 fois plus de distance. Donc, pour ce qui est de faire des tests fondamentaux en théorie quantique, les satellites, c'est absolument merveilleux. L'ordinateur quantique va briser la crypto classique, donc ça affecte les secrets de la communication Internet et tout ça, mais il y a aussi la crypto-monnaie qui utilise la cryptographie quantique. Est-ce que ça le brise aussi? C'est quoi l'impact que ça aurait sur la crypto-monnaie passée? Je pense que je confonds crypto-quantique et crypto-post-quantique. Non, c'est pas de crypto-monnaie. Absolument, complètement, oui, complètement. De toute façon, on n'a pas besoin de ça pour avoir assez de jugeote pour ne pas s'en servir. Mais non, Bitcoin, c'est complètement brisé par l'ordi quantique. Il faut penser pas à ça. Ethereum, je ne sais pas, mais il y a 2 aspects de Bitcoin qui tous les 2 tombent misérablement sous les coups de l'ordi quantique. Le blockchain, à la fin, est signé par une signature RSA. Ça tombe. Puis la preuve de travail, ça ne vaut strictement rien, parce que l'ordi quantique peut faire le même travail dans un temps qui est dramatiquement plus rapide. Donc, c'est complètement... Investissez pas là-dedans. Bon. Mais pour sauver Bitcoin ou pour sauver la crypto-monnaie, si on veut la sauver, il y a la dernière étape, signature RSA, qu'il faut changer par une signature post-quantique et non pas quantique. Ce qu'on appelle post-quantique sont des techniques classiques dont le but est de résister aux attaques de l'ordinateur quantique. Comme Michaelis, je vous ai dit, Michaelis probablement permet d'établir une clé qui ne sera pas susceptible à une attaque d'ordi quantique. On ne sait pas le démontrer, mais c'est vraisemblable. Il y a plein d'autres techniques qui sont développées en ce moment, et certaines même standardisées maintenant, de techniques purement classiques dont le but est de résister à une attaque d'ordi quantique. Mais on ne peut pas le démontrer. Et on n'a aucune technique de preuve pour démontrer qu'aucune de ces techniques-là offre la moindre sécurité. À l'époque, on se pensait bon avec la factorisation qui est difficile. Bon, ça donne que c'est ça que l'ordi quantique peut faire. Mais les autres choses que la cryptographie, on appelle la cryptographie post-quantique. La post-quantique, c'est celle qui est classique, mais qui veut résister à quand il y aura l'ordi quantique. Mais ce n'est pas parce que ça veut que ça le fait. Donc, pour revenir à Bitcoin, la signature à la fin du blockchain peut être faite par une signature post-quantique que peut-être l'ordi quantique ne veut pas briser, mais on ne sait pas le démontrer. Pour ce qui est de la preuve du travail, oublie ça. Oui et non. Quand tout le monde aura un ordi quantique pour faire le travail, on peut revenir à l'idée de la preuve du travail parce que tout le monde va être à égalité. Mais à un moment où il y en a qui ont un ordi quantique pour faire le forage de Bitcoin puis les autres ont un ordi classique, bien, ceux qui ont un ordi quantique ont un méchant avantage. Mais bon, de toute façon, même si ce n'était pas ça, je ne conseillerais pas d'investir.
Je vais prendre une ou deux questions, puis ça va être. C'est vous qui. OK. Allez-y. Ouais, c'est bien. Ça me permet de donner capture à l'ouvrage. Ouais. Qui sont livrés en ce moment par, disons, un D'accord. ou équivalent. Oui, oui. Donc, ce sera donc possible, par exemple, de créer de l'activité post-quantique. Lui serait plutôt graphique plastique à l'épreuve. Non. Non. La question, c'est est-ce que, en faisant l'hypothèse non démontrée, mais en acte de foi, il y a une façon, un certain système de cryptographie post-quantique, encore une fois, qui est purement classique, et qui résisterait effectivement à l'ordi quantique. En supposant que ça existe, on l'a en main. La question, je pense que c'est ça, mais peut-être pas, c'est est-ce qu'on peut utiliser ça pour resécuriser toutes les données qui ont filtré dans le passé? Puis la réponse est non, parce que les données qui ont été recueillies dans le passé ont été recueillies chiffrées par RSA. Les gens qui ont ça en main ne vont pas vous permettre d'aller chez eux pour les rechiffrer avec une méthode qu'ils ne pourront pas briser. Donc, c'est pour ça qu'ils n'ont pas été, non, mais toutes ces données-là sont déjà dans les mains de l'ennemi ou de l'adversaire sous forme chiffrée et n'attendent que l'ordi quantique pour être déchiffré après coup. On ne peut pas leur enlever, ils l'ont chez eux, ça. Bon, il y a quand même quand je vous ai dit, l'espèce de bien dormir, il y a quand même un aspect où cette idée d'attaquer rétroactivement ne s'applique pas et qui est très, très importante et qui fait que la catastrophe n'est pas si grave, mais pas tant que ça. Donc, il y a quand même un espoir, une raison de ne pas être trop désespéré, disons-le comme ça. C'est que ce qui est vrai et ce qui est inévitable, c'est que toutes les transactions du passé deviennent des rouvrants. Ça, c'est inévitable, oubliez ça. Mais ce qui est probablement le plus dangereux dans les cyberattaques, ce sont non pas la capacité d'accéder à de l'information qui est supposée être confidentielle. Oui, c'est grave, mais ce n'est pas ça qui est plus grave. Ce qui est plus grave dans une cyberattaque, c'est la capacité d'attaquer des infrastructures critiques, comme infrastructures électriques ou l'eau, les hôpitaux. Et donc, mais ça, une cyberattaque contre une infrastructure critique, vous ne pouvez pas la faire dans le passé. Et si vous êtes capable de déchiffrer les clés qui ont été utilisées il y a 20 ans pour donner des ordres à votre centrale électrique, bien, tant mieux pour vous, mais ça ne fait grand-chose. Donc, une attaque contre l'infrastructure critique doit être faite maintenant. Et donc, en temps réel, c'est ça. Et donc, cette idée de moissonner maintenant et déchiffrer plus tard est vraie, c'est une vraie menace, mais ça ne menace pas les infrastructures critiques, qui sont, après tout, la principale cible des cyberterroristes. Donc, quelque part, c'est moins grave qu'on pourrait le croire, tout en étant grave. Bon, alors on va. Je pense que je vais vous inviter à prendre les questions avec le verre de vin. On va remercier le conférencier.